Bien, je suis en présence de M. Jean-Yves Sylvestre qui va nous faire le portrait de sa vie. Bonjour. Bonjour. Alors? Le portrait de ma vie. Je pensais jamais un jour de la raconter. Parce que dans ma vie, je pensais pas qu'elle avait cette importance-là. Mais je pense que ça va faire peut-être me connaître par commencer par mes proches, qui ne savent pas nécessairement tout ce qu'il y a à raconter sur ma vie. J'aimerais ça, pour débuter, là, que tu nous parles un peu de ta jeunesse. Bien, ma jeunesse, écoute, j'étais un petit gars qui a été élevé en campagne, qui a été élevé en Abitibi, un petit village d'Abitibi. Ça s'appelle Relais. Et là, ben, on est élevé. Mon père, c'était un mesureur de bois licencié. Et il faisait. C'était le gars qui faisait toutes les fonctions dans le village. Il était gérant de la caisse populaire, il était secrétaire trésorier dans toutes les organisations qu'il y a eu là-bas. Puis, moi, ben, mon père, c'était quelqu'un qui parlait pas beaucoup. C'était quelqu'un qui nous voyait, ça a l'air que j'ai appris ça après 45 ans, qui m'avait vu quand j'étais jeune, mais que moi, je me rendais pas compte qu'il me regardait. Puis, c'est venu me chercher parce que maintenant, on arrive à une étape de la vie qui est bien différente. On a vécu bien des choses dans notre vie. J'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai commencé par travailler dans des shops parce que j'ai pas pu faire le métier que je voulais faire dans le temps. J'ai pas pu avoir les études qu'il fallait pour faire ça. Mais j'ai quand même fait différentes choses. J'ai travaillé dans une shop de bois. Ouais, je faisais des bâtons de popsicle. Fait que, imagine-toi donc, sais-tu comment ce qu'on appelait ma fonction? On appelait ça un crisseur. Parce que ça a l'air que je crissais les bâtons dans les boîtes. C'est pour ça qu'ils appelaient ça de même. Puis j'ai travaillé là pendant quelques années. Après ça, je me suis en allé à... J'ai déménagé d'Abitibi, je me suis en allé à Hull. À Hull, je suis devenu le directeur pour Zeller. J'ai pris charge de l'entrepôt des magasins Zeller. J'ai ouvert le magasin Zeller après ça à Saint-Jérôme. Ils appelaient ça Saint-Antoine-des-Laurentides, là. J'ai ouvert le magasin Zeller qui était là. Ça, c'était nouveau. Puis, la suite des choses, bien, fait que j'ai rencontré quelqu'un, je me suis marié, on a eu un garçon, puis un garçon que je suis bien, bien fier de mon garçon aussi. Puis, ça m'a donné la chance de connaître bien d'autres choses dans ma vie. Tout à l'heure, tu as parlé rapidement de ton père. Oui. C'est sûr que dans ce temps-là, les relations entre les père et enfant, c'était pas comme aujourd'hui. Oh que non, parce que mon père, c'était un homme qui parlait pas. Qui parlait pas, de sorte que moi, quand j'étais jeune, je voulais plaire à mon père, mais comme il me le disait pas, je pensais qu'il me voyait pas. Moi, j'avais besoin d'attention. Lui, dans son rôle de père, il ne pouvait pas en donner. C'était une normalité dans ce temps-là. Oui, c'était une normalité. Il me traitait probablement comme il traitait les autres, parce que les autres enfants étaient frustrés, eux autres aussi, du fait que le père ne les voyait pas. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement dur parce que je faisais tout ce qu'il voulait, ce qu'il disait, pour être un bon gars. Mais au bout de la ligne, il me semblait qu'il me parlait juste de mon frère.
Et ça me faisait mal, ça me dérangeait, ça. Puis, en vieillissant, écoute, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie qui te font comprendre avant que ça soit le temps final, à la dernière minute, des fois, que tu étais important pour lui aussi. J'aimerais ça aussi que tu me parles quelques mots de ta mère. Ma mère, pas avoir eu ma mère dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que ma mère, c'est une femme qui n'était pas instruite, elle avait une 5e année. Mais elle me parlait, elle me faisait comprendre les choses en images. Elle, elle trouvait toujours un bon côté dans la vie. Elle trouvait toujours la bonne réponse à me donner. Elle savait comment m'expliquer les choses. Ma mère, c'était ma mère. Elle avait une très, très grande importance pour moi. Très grande importance pour moi. Elle savait me dire les choses, elle savait aller chercher mes confidences. C'est que des fois, j'avais pas le goût de parler, mais elle venait à bout d'aller chercher qu'est-ce que c'est que j'avais, qu'est-ce que c'est que j'avais besoin de... À ce temps-là, le père, c'était le pourvoyeur de la maison, tandis que la mère était plus le modèle, le parent avec les enfants. Oui, parce que si ma mère n'avait pas été là, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu. Parce que je me sentais comme... va dire, écoute bien, là, il fait pitié, cet enfant-là. Non, il ne faisait pas pitié, mais je me sentais comme abandonné. Mais ma mère, elle, savait venir me chercher. Puis moi et ma soeur, la plus jeune, on peut dire que notre mère, c'était le membre important dans la maison. Mon père, c'était le pourvoyeur. Puis il a très bien rempli son rôle de pourvoyeur, d'ailleurs. C'était un homme qui était, on disait, sévère dans le temps, parce que les hommes dans le temps étaient sévères. Il fallait qu'ils gardent leur position. Il fallait qu'ils... c'est eux autres, quand tu étais tannant, c'est eux autres qui te punissaient. Moi, ils ne venaient pas à bout de me pogner. C'était comme ça. Je me souviens, entre autres, à un moment donné, on avait fait, avec les petits gars du village, on avait fait une couplette. Il y a un vieux monsieur qui, lui, il avait un grand jardin, puis il faisait sécher les oignons dans son il y avait comme une cabane qu'il y avait sur une slée l'hiver, là, pour les chevaux. Mais il mettait ses oignons là-dedans, puis il les faisait sécher. Mais les petits gars, on regardait ça, puis on a dit, ça serait le fun d'aller dans ce cabane-là pour jouer l'été. On est rentré là, c'était à l'automne, en fin de compte. On est rentré là, puis on a tout sorti les oignons de là-dedans, parce que ça sentait fort, les oignons. On les a tous sortis, puis on les a garochés dehors dans le jardin. Il a tout fallu qu'il recommence sa job, là, lui. Là. Mais quand il nous a pognés, lui, il était pas content. Nous autres, on trouvait ça bien comique. Et puis il l'a appelé chez nous et lui, quand il est arrivé, ma mère a dit, hey, elle dit, attends que ton père arrive, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Hey, moi, je m'étais caché. On avait un sous-sol de service dans le temps, chez nous. Puis moi, je m'étais caché dans le sous-sol. Puis le soir, je savais qu'ils sortaient, eux autres. Ils s'en allaient chez des amis. Fait que j'ai attendu qu'ils partent pour aller chez des amis pour sortir du sous-sol. Fait que j'ai passé la soirée en bas, dans le sous-sol de service. Oui, c'est aussi... c'était d'usage dans ce temps-là que le père était là pour recevoir les ordres de la mère, par exemple, pour punir les enfants. Ah oui, non, là-dessus, non. Ma mère n'était pas comme ça. Elle ne nous faisait pas punir.
Quand c'était très grave, quand je jugeais que c'était grave, il ne fallait pas qu'on refasse ça. Là, elle disait à mon père, mais dans mon cas, moi, je peux dire que elle cachait souvent les petits apartheids que je faisais. Là. Quand je marchais de côté, elle essayait de me faire marcher droite pour la convenance. Mais c'était comme ça dans ce temps-là. Ensuite est venu le mariage. Ah, ben le mariage, disons que comme bien des mariages à cette époque-là, ça n'a pas été un succès dans mon cas. Le seul succès que j'ai eu dans ce mariage-là, c'était d'avoir un enfant. Puis un enfant que aujourd'hui, je suis bien fier de lui, bien fier de ce qu'il est devenu. Lui, il a 3 filles maintenant. Puis c'est naturel pour moi d'être fier de ce qu'il devient. Parce qu'il travaille dur, il travaille fort, mais il a atteint un statut, si tu veux, là, que son père est fier de lui. Simplement. Et à ce moment-là, tu disais que justement les mariages, on n'était pas préparé tellement. C'était un coup de dé, le mariage. Puis pourtant, à l'époque, il faisait soi-disant tout pour que ça réussisse, parce qu'il t'obligeait à suivre un cours de préparation au mariage, puis de pattern religieux à cette époque-là pour que ça fonctionne, avoir choisi la bonne personne. Et la bonne personne, ça, il n'y a personne qui t'enseignait comment la choisir. Naturellement, comme bien d'autres à cette époque-là, j'ai pas choisi la bonne personne. C'est pas de sa faute à elle, parce que ça marche ou ça marche pas. Hein? Mais j'ai été chanceux. Parce que par la suite, j'ai rencontré la bonne personne. Puis j'ai vécu avec. Ça fait 40 ans aujourd'hui. Entre-temps, tu as eu beaucoup d'emplois. Oui. Oui, j'ai eu beaucoup d'emplois. C'était l'expérience de la vie, là, ces emplois-là. Oui. J'ai travaillé dans une shop où on faisait des ressorts à lame, des ressorts pour les camions. J'ai travaillé là-dedans. Après ça, j'ai lâché ça pour m'en aller travailler. J'étais dans la shop, j'étais chauffeur de lift. Dans ce temps-là, il fallait passer des tests pour devenir opérateur de chariot élévateur, qu'ils appelaient. J'ai lâché ça pour aller travailler au pénitencier. J'ai travaillé au pénitencier fédéral pendant 5 ans. Non seulement j'ai travaillé au pénitencier fédéral, mais il a fallu que je me mêle de ça comme il faut. Hein. Il a fallu que je m'implique au niveau de l'équipe d'urgence. Quand il arrivait un pépin, ben c'était nous autres qui étaient appelés. Ça, c'était une partie que je dirais qui était difficile dans ma vie, parce que je suis pas un gars qui aimait se tirailler. Je suis pas un gars qui aimait pas la violence, mais j'aimais pas la violence, en fin de compte. Puis j'étais mêlé dans un milieu violent. Et ça, c'était difficile. C'est le côté noir, si on veut, de la vie. Hein? Exactement, exactement. Ça a été difficile. Puis, par contre, j'ai rencontré des gars qui étaient des détenus par la suite. Puis, ils m'ont dit, « T'as toujours été correct, boss. » Et t'as toujours été correct, boss. Parce que qu'est-ce qu'il avait droit d'avoir, il l'avait. Puis, qu'est-ce qu'il n'avait pas droit d'avoir, je ne lui donnais pas. Fait que, il était avec moi. C'était pas à moitié noir, à moitié blanc. C'était blanc ou c'était noir. Ça n'avait pas de demi-mesure. Tu y avais droit ou pas. Il est arrivé un paquet d'événements dans ma vie. Ça a changé ma vie. J'ai eu un accident de travail, puis je me suis blessé dans le dos. Et j'étais plus capable de faire un travail physique.
Fait que je me suis, comme j'ai dit au juge dans le temps, je me suis recyclé. Je me suis recyclé dans les communications, dans le sens que j'ai appris un métier, j'ai appris la vente. J'ai appris à être un bon vendeur, j'ai appris à vendre un produit. J'ai appris aussi, avec l'expérience, avec les années que j'ai fait ça, j'ai appris à l'enseigner ça, bien connaître ton produit, pour pouvoir le vendre de la bonne façon. Tu sais, pas arriver et dire « Ah, j'ai vu telle affaire, puis ça a fait telle chose, puis... » Non, non, l'as-tu essayé le produit? Ça, c'est une chose. Compte qu'est-ce que c'est que le produit a fait, qu'est-ce que ça a fait quand tu l'as essayé, puis tu vas être crédible dans ce temps-là. Ce métier-là, j'ai pris le goût des communications. J'ai pris le goût de parler avec du monde. Je me suis aperçu que ce qui me manquait dans la vie, c'était les gens. Parler avec les gens. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être entouré de monde. J'ai besoin de... Écoute, quand j'ai eu un bon accident, tu feras plus... quand j'ai été opéré pour le cœur, ils m'ont dit, ben là, c'est un autre accident. Hein. Il dit, ben là, il dit, vous ne pourrez plus travailler physiquement. Vous ne pourrez plus travailler, avoir une pression. Ouais. Bien là, moi, il ne peut pas avoir une pression. C'est quoi, pas avoir de pression? Pas travailler physiquement? Où c'est que tu travailles physiquement, puis où c'est que ça s'arrête, le travail physique? Puis la pression, où c'est que ça commence, puis où c'est que ça finit? C'est difficile de trancher ça. J'ai commencé à m'occuper d'organismes. Puis, commencé par la FADOC, ici à Saint-Gabriel. Je me suis occupé de la FADOC quand c'était le temps de prendre ma retraite. À ce moment-là, je crois que tu avais déjà rencontré quelqu'un dans ta vie qui a changé aussi ta vie. Hein? Ben oui. Et quelqu'un qui a changé ma vie, c'est ma femme. Elle, quand je l'ai rencontrée, Suzanne, c'est une femme qui est pleine de vie. C'est une femme qui mérite à être connue. C'est une femme qui donne beaucoup, puis qui pense pas à ça, à donner, mais ça va naturel. Les gens qui l'ont entourée, les gens qui l'ont côtoyée, le savent parce que Suzanne, elle donne énormément aux gens. Puis moi, ben, avec elle, on faisait une bonne équipe. Parce que je me sentais bien de donner, de faire ce que j'aime avec quelqu'un qui fait ce qu'elle aime aussi. Fait qu'on a travaillé ensemble pendant des années, là, avant d'arriver à travailler dans la FADOC. Là, on a travaillé ensemble pendant des années dans la vente. Puis c'était ma meilleure. C'était ma meilleure. J'ai réalisé ma vie. C'est quand on rencontre la bonne personne pour nous autres, il y a tellement un échange entre les deux que la vie passe et puis est-ce qu'on la voit réellement? Non, là? Non, tu te rends pas compte que la vie passe parce que j'ai déjà dit, moi, à quelqu'un, ferme tes yeux, rouvre-les, puis 20 ans, c'est passé vite de même. Bien, avec Suzanne, c'est ça. J'ai fermé mes yeux, je les ai ouverts, puis 20 ans, c'était vite de même. J'ai passé les 40 dernières années avec elle, c'était les 40 dernières plus belles années de ma vie. C'est une femme qui donne beaucoup aux autres. Elle m'a donné beaucoup. Elle m'a apporté beaucoup dans la vie. Puis je la remercie d'ailleurs. J'aimerais ça aussi que tu parles de ce que toi t'as donné aux autres. Ça, ce que moi j'ai donné aux autres, écoute, je me rends pas nécessairement compte de ce que moi j'ai donné aux autres. J'ai donné aux gens ce que j'avais. J'ai fait de mon mieux tout le temps. Et, tu sais, je dis toujours, tu sais, dans la vie, là, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas nécessairement ton ami,
Mais tu te sens pas obligé de changer de trottoir quand tu la rencontres. Tu peux dire que tu peux être fier de ce que tu as fait dans la vie avec cette personne-là. Parce que faut pas... j'ai jamais été gêné de ce que j'avais fait. Puis je suis même fier de ce que j'ai fait. Mais les gens, ils te le rendent, ça. Ils te le rendent, ça. Moi, présentement, ce que je vis présentement, c'est le dernier bout de ma vie. Puis... je te dis, c'est parce que tu as toujours donné, mais sans jamais penser non plus à une récompense après ou une reconnaissance. C'était naturel de donner. Ça n'a jamais été le but de ma vie, ça. La récompense, écoute, j'ai toujours fait ça en juste voulant bien faire, en juste voulant faire plaisir, en juste voulant faire du bien aux gens. Puis j'ai l'impression souvent d'avoir réussi parce que je regardais les gens, puis ils étaient heureux. Ils étaient heureux autour. Les sourires qu'ils m'ont donnés, tu sais, je pourrais mettre des noms dessus, j'en mettrai pas aujourd'hui, mais les sourires qu'ils m'ont donnés à la FADOC, j'ai des amis, là, c'est incroyable. J'ai des amis de Sainte-Ursule, exemple. Et, cette semaine, ils m'ont fait un cadeau. Je ne peux même pas décrire comment c'est grand. C'est un monsieur que je connais depuis plusieurs années. Puis il joue de la musique. Puis il chante. Puis il m'a appelé un matin, puis il m'a dit veux-tu que... Tu me donnes-tu la permission? C'est ça qu'il m'a dit. Tu me donnes-tu la permission cet après-midi de t'appeler puis de te chanter une chanson ou deux? J'ai dit oh que oui, Normand. Tu peux faire ça. Fait que Normand Branchot, il m'a appelé. Puis il m'a chanté une chanson pour moi. Puis ça, ben, pouf, il est venu me chercher, là. Il est venu me chercher, là. Parce que c'est un gars il est tellement sincère, il est tellement vrai, que quand il te dit quelque chose comme ça, il le pense vraiment. Puis, pour moi, j'ai eu un gros témoignage là, puis j'ai eu toute la semaine des témoignages comme ça. Le téléphone a sonné ici toute la semaine. Puis c'est arrivé que j'ai pas fait ça pour ça, mais j'ai reçu ça, comme tu dis. Tu mérites cette récompense-là parce que tu ne l'as pas fait pour ça. Et ensuite, si on peut continuer, tout ce que tu as apporté à la télévision communautaire, à CTB. Et ça, c'était une autre affaire. À CTB, moi, quand je t'ai dit, j'aurais aimé te rencontrer 25 ans plus tôt. Parce que j'aurais aimé faire des choses à CTB TV, faire des grandes choses avec toi à CTB TV. Parce qu'avec toi, je sais qu'on aurait réussi à faire de grandes choses. On aurait pu s'appuyer un sur l'autre, on aurait pu réaliser des rêves, réaliser nos rêves. On s'est compris tout de suite. Exactement. Puis ça, je t'en remercie, Gilles. Parce que
la vision que tu avais, c'était une vision pour l'ensemble de la télévision, non pas personnelle, ni pour Oui. toi, ni pour moi, mais Oui. pour l'ensemble. Oui. Mon but, c'était de rendre, encore une fois, rendre les gens heureux autour. Être content, que les gens soient bien à leur travail. Que je prends comme Michael, comme Claude, qu'ils soient bien quand ils rentrent le matin. Et qu'ils soient heureux d'avoir le travail qu'ils ont. Puis de le faire avec la meilleure d'eux-mêmes. Et tu sais, tous ceux qui nous entourent dans le moment, là, à CTB-TV, je suis fier d'eux autres. Danny, Louise, tous ces gens-là qui travaillent fort pour que tout fonctionne. Puis j'espère qu'ils vont continuer après. Que moi, je ne serai plus là, qu'eux autres vont continuer à faire ce qu'ils font, puis de le faire le mieux possible. C'est ce que je souhaite. Puis c'est ce que je vous souhaite à tous ceux qui vont écouter ça. C'est ce que je vous souhaite dans le moment. C'est d'être heureux en écoutant CTB-TV. Je crois que tu laisses derrière toi maintenant là, des gens qui sont heureux, qui ont été heureux de vivre avec toi, d'avoir des rapports avec toi, soit à la télévision, à la FADOC, au camping. On n'entend parler que du bien de toi. Alors, c'est ta récompense, puis j'espère que profites-en donc. Oui, pour le temps qui reste, je vais en profiter exactement parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai choisi de partir le 3 mars. J'ai choisi l'aide à mourir le 3 mars. Et le 3 mars, c'est la date de mon anniversaire. Est-ce que on a parlé beaucoup de choses? Il y a probablement certaines choses qu'on a oubliées que tu aimerais parler encore. Bien, ce que j'aimerais parler encore, c'est de remercier tout le monde qui m'ont suivi à travers des années, qui m'ont écouté, qui ont entendu ma douce voix à travers des années. Mais dites-vous une chose, c'est que je l'ai faite pour vous autres. Je l'ai faite avec mon cœur. Il y a peut-être un message que tu aimerais laisser, par exemple, à toute ta famille, à ta famille à toi, ta famille élargie. Oui, bien, moi, ce que j'aimerais laisser comme message aux enfants, c'est tout simplement dire, quand Suzanne est arrivée dans ma vie, les filles, vous êtes arrivées avec Suzanne dans ma vie. Et c'est important pour moi. Vous êtes importante pour moi. Stéphane est important pour moi. Parce que Stéphane, j'ai eu un gars. C'est Stéphane. Puis là-dessus, je veux juste vous dire que j'ai été content de vous servir de père à tous les trois. Alors, merci tout le monde. J'espère qu'on va se revoir de l'autre côté. Eh bien, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un dernier message comme ça. Alors, c'était le portrait d'une vie qui s'achève. Eh bien, salut mon chum. Salut mon Gilles.